Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Quelle est la mission du Conseil national de régulation de l'audiovisuel dans le processus électoral? La réponse dans notre dossier. Il lève ce soir un coin du voile sur le rôle et les compétences du CNRA. Approvisionner les populations en eau potable ou encore créer des bassins de rétention et forage, deux projets de l'État du Sénégal pour d'une part atteindre les EMD et d'autre part revitaliser le réseau hydraulique. Parlons d'abord de la Belgique et du Sénégal qui lancent le projet Barvafort, ce qui veut dire projet bassin de rétention et valorisation des forages. Objectif, la revitalisation du réseau hydraulique et la protection des réserves disponibles d'un coût donc d'environ 7 milliards de francs CFA. Le projet concerne 5 régions, nous dit Bachir Ba. Thiès, Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack recèlent d'importantes potentialités hydrographiques. Les vallées et bas-fonds drainent quantité d'eau de ruissellement. Pourtant, les rendements agricoles ne reflètent pas cette réalité. La prise en compte des potentialités naturelles doit être au cœur de toutes les stratégies de développement permettant une gestion rationnelle des réserves en eau disponibles. En effet, les tendances actuelles des changements climatiques ont affecté négativement les performances de l'agriculture sénégalaise par une hausse des températures combinée à la diminution de la pluviométrie. Pour changer la donne, la coopération belge a décidé d'investir les secteurs de l'eau productive et de l'aménagement d'infrastructures hydro-agricoles. 30 ouvrages de rétention des eaux, 10 digues anti-sel, 40 sous-projets de rééquipement des forages et 300 hectares de mangroves régénérés sont prévus. La coopération belge appuie le sous-secteur de l'hydraulique rurale depuis plus de 15 ans au Sénégal, lequel jusqu'ici était orienté vers l'eau potable et l'assainissement. L'appui à l'eau productive est d'importance vitale pour contribuer au développement économique des 5 régions de la zone d'intervention. La sécurisation et l'augmentation de la production agricole, la lutte contre les inondations et l'érosion et surtout l'élaboration d'une politique nationale sur l'eau productive sont les résultats attendus. Pour les populations, c'est une amélioration de leurs conditions de vie. Pour les populations rurales des régions ciblées, ce projet apportera des solutions qui amélioreront leur bien-être en contribuant à la réduction de la pauvreté et de la faim, mais aussi en créant les conditions d'une meilleure gestion de l'environnement. Les activités du projet ont démarré en 2011 et cette phase a été bouclée. Toutes les dispositions ont été prises pour le début de la phase active. Bachir Ba, dans son engagement pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, l'État du Sénégal a réalisé et mis en service 2 infrastructures majeures d'approvisionnement en eau potable. Elles se trouvent dans les localités de Gorom Lamsar et Noto Diosmone Palmarin. Pour la gestion de celle-ci, un atelier est organisé pour la sélection d'un opérateur professionnel, nous dit Amadou Aramtiam. Réaliser des installations et des équipements de production d'eau potable est certes très important, mais leur gestion pour en garantir un service de qualité l'est aussi autant. L'objectif de cet atelier, justement, est de procéder de la manière la plus transparente au recrutement d'un opérateur privé chargé de l'exploitation de ces ouvrages. Il s'agit de développer une activité exaltante et innovante de management d'un système AEP couvrant l'ensemble des aspects de gestion technique, commerciale et administrative sur l'intégralité des installations hydrauliques. Ces 2 infrastructures de production et d'approvisionnement en eau potable alimentent plus de 300 000 personnes vivant respectivement dans la zone de Gorom Lamsar et Noto Diosmone Palmarin. L'exploitation de ces réalisations d'envergure nécessite d'autres compétences qui dépassent le cadre ordinaire de la gestion communautaire. L'exploitation de ces ouvrages et équipements hydrauliques relèvera entièrement de la responsabilité de l'opérateur choisi, qui devra mettre en place une organisation fiable, un personnel compétent et disponible et conscient des exigences particulières du fonctionnement continu d'un service public d'eau potable. L'étude ayant abouti à cet atelier est réalisée grâce au
mondiale. Elle définit le cadre institutionnel, juridique et contractuel. Elle est aussi à l'origine d'une option d'une délégation du service de l'eau potable pour les deux systèmes concernés. Le ministre de la fonction publique en visite dans 2 services relevant de son département, Khadim Gueye s'est successivement rendu à la direction générale de la fonction publique et au centre médico-social. C'était pour s'enquérir des conditions de travail des agents, nous dit Sherpamba Gueye. Ce bureau d'accueil et d'orientation est une innovation de la direction de la fonction publique. Il permet aux agents de l'État de pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires avec un service informatisé. Le ministre de la fonction publique est venu constater de visu ces importantes avancées, comme cette machine dénommée Tectal qui permet aux visiteurs de faire toutes les démarches sans se déplacer d'un bureau à un autre. Un usager, quand il vient, il n'a même pas besoin de voir. Toutes les informations sont répertoriées ici et même sa situation, il peut se connecter sur la borne. On est en train maintenant de le mettre à une échelle beaucoup plus importante, c'est-à-dire le portail. Donc quelqu'un qui est de Google, qui est à Ziguinchor, il peut à partir de l'Internet se connecter sur le portail et il aura les mêmes informations à distance. Ce bureau d'accueil, qui est une première quand même dans l'administration avec une borne informatique qui donne l'ensemble des renseignements, a pour objet d'assurer la fluidité dans les relations entre la fonction publique et les usagers clients, parce que c'est le concept client qui est maintenant développé dans l'administration. Alors, les usagers, pour régler leurs problèmes, étaient obligés de s'adresser à quelqu'un. Khadim Gueye a salué ces innovations qui modernisent la fonction publique et facilitent les conseils et orientations pratiques aux usagers. C'est une excellente chose que la direction générale de la fonction publique utilise les opportunités des TIC, des TIC, pour améliorer le dialogue entre la direction et les fonctionnaires de l'État. L'équipement qui est mis en place est extrêmement important parce qu'il permet aux fonctionnaires, non-fonctionnaires de l'État d'obtenir toutes les informations sans avoir besoin de circuler dans les bureaux, de perdre du temps dans les bureaux et aussi sans avoir besoin d'utiliser le temps de travail de ces agents du ministère de la fonction publique. Ensuite, le ministre de la fonction publique s'est rendu au centre médico-social de Dakar Plateau où sont soignés les agents de l'État. Le centre reçoit plus de 100 patients par jour. La dotation de moyens additionnels est impérative pour relever le niveau du centre. L'exécutif du centre, le manque d'équipement, vu par rapport au nombre important à l'affluence du personnel que nous recevons, il n'y a pas assez de matériel. Donc nous aimerions avoir beaucoup d'équipements. Sur toutes ces questions, Khadim Gueye promet de faire tout le nécessaire pour régler au plus vite les questions urgentes et à l'avenir faire de ce centre une véritable référence en matière de soins. Et nous passons à présent à l'éducation pour parler du brevet de technicien supérieur en architecture et design d'intérieur qui vient d'être lancé au lycée Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. Ce BTS, premier du genre, permet de diversifier l'offre de formation. Ousmane Ba nous fait le compte-rendu. Au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel est ouverte une nouvelle filière. Il s'agit de la filière architecture et design intérieur. Les études de cette filière sont sanctionnées par un BTS, un brevet de technicien supérieur, une première au Sénégal. L'architecture est à la base de toute construction, de tout édifice. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de développement sans parler d'architecture. Ça relève d'une enquête qui a été faite au niveau de la région et surtout de la ville de Touba, qui est la deuxième ville du Sénégal et qui a vu, si vous voulez, sa démographie augmenter à une vitesse exponentielle. La cérémonie officielle de lancement de ce BTS en architecture et design intérieur a vu la participation des élus locaux et autres autorités de la région. Ils ont tous salué la diversification de l'offre de formation à Diourbel.
À l'espèce, au niveau de Diourbel, la région a choisi le BTS, architecture et design d'intérieur, en réponse à l'essor. Si vous vous rappelez, il y a quelques années au niveau du LTAB, l'enseignement technique fonctionnait à merveille. Mais la formation professionnelle était le ventre mou. Et donc ce déséquilibre était à corriger. Ces BTS sont implantés en tenant compte d'une étude d'opportunité. Par exemple, ici à Diourbel, nous avons un BTS design d'intérieur qui est du domaine des BTP. Donc par ma voix, Monsieur le ministre remercie évidemment le gouvernement canadien pour des efforts qui sont faits, évidemment, au niveau de la réforme, au niveau de l'accompagnement donc de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le projet éducation pour l'emploi, avec la collaboration de l'association des collèges communautaires du Canada et l'appui de l'ACDI, Agence canadienne de développement international, compte poursuivre la dynamique enclenchée, celle d'aider au rayonnement du secteur de la formation professionnelle et technique au bénéfice des apprenants ayant une qualification pour le marché du travail de chaque localité. L'actualité hors de nos frontières, elle nous mène en France, au Japon et en Grèce. En Grèce justement, où les syndicats ont appelé à une grève générale de 2 jours. Climat social très tendu en Grèce. Les syndicats appellent à une grève générale de 48 heures. Ils dénoncent les nouvelles mesures d'austérité réclamées par le FMI et l'Europe contre un deuxième prêt. Bruxelles accepte d'aider à nouveau Athènes seulement si le plan d'austérité est soutenu par tous les partis du gouvernement grec. Un accord vient d'être trouvé entre les responsables politiques. Si la Grèce ne décroche pas ce deuxième prêt, elle risque le défaut de paiement. Le Gotha politique français était hier au dîner annuel du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. À 3 mois de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy a reprécisé sa politique au Proche-Orient. Tout en assurant que la France ne transigerait pas avec la sécurité de l'État hébreu, il a poussé au dialogue avec les Palestiniens. Un État palestinien, démocratique, viable et moderne, c'est la seule garantie définitive de la sécurité de Israël. Sur la Syrie, le président français a affirmé, je cite, que le régime tomberait un jour et que ce jour-là, l'Iran serait encore plus seul et affaibli. Des murs de neige de 4 mètres de haut, c'est à Okura au Japon. Le nord du pays subit depuis le début du mois des intempéries exceptionnelles. Des chutes de neige qui ont provoqué des avalanches et des accidents. 83 personnes sont mortes en tentant de dégager leur toit ou écrasées par le lourd manteau blanc. Ces conditions climatiques extrêmes ont entraîné l'annulation de nombreux vols intérieurs et la perturbation du réseau ferroviaire. Et nous en venons à notre dossier sur l'élection présidentielle du 26 février prochain. À ce jour, tout le matériel électoral sera acheminé avant, tout le matériel électoral sera acheminé avant le 20 février prochain dans l'ensemble des bureaux de vote du Sénégal. En plus, 18 000 contrôleurs et superviseurs seront déployés dans les 42 pays où se déroulent les votes des Sénégalais. L'assurance est du président de la Commission électorale nationale autonome. Pour Dodondir, ces missionnaires auront à cœur de veiller à la bonne organisation des opérations électorales conformément aux objectifs de la Sénat. Luis Bitza. La présidentielle du 26 février prochain sera un test majeur pour la Commission électorale nationale autonome. Dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière qui contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires, l'institution est appelée à prouver sa crédibilité pour assurer au vote son caractère transparent et démocratique. Tout un dispositif vient d'être mis en place au sein de la Sénat. Tout est prêt. J'ai un plan d'évacuation de tout le matériel. Vous vous rendrez compte vous-même si vous êtes promené dans l'enceinte de la Sénat qu'il y a du matériel entreposé et que vous constaterez également qu'il y a des présidents des commissions électorales départementales qui viennent du département, du chef-lieu de leur département pour venir prendre livraison du matériel qui leur est destiné. Tout ce matériel sera mis en place au plus tard
le 20 février. Autant la Sénat a pour mission de veiller au contrôle et à la supervision des élections, autant elle a pour obligation de mettre à la disposition de chaque bureau et lieu de vote un contrôleur et un superviseur. Pour la présidentielle de 2012, 18 000 contrôleurs et superviseurs sont déjà prêts pour le bon déroulement du scrutin. Nous avons, grâce à l'appui du PNUD, commencé à former des membres des commissions électorales départementales qui, à leur tour, vont former les contrôleurs qui vont assurer le contrôle dans les bureaux de vote. Et nous avons certains critères qui présidera au choix de ces contrôleurs. La respectabilité, l'honorabilité, l'intégrité et le professionnalisme. Je pense que nous sommes en mesure de dire de façon péremptoire que nous avons, disons, rempli la mission préparatoire et maintenant nous sommes prêts à remplir la mission sur le terrain. Le président de la Sénat rassure, tout est fin prêt pour l'élection du 26 février, aussi bien en termes de matériel qu'en ressources humaines. À propos de l'élection présidentielle du 26 février toujours, la rédaction s'intéresse aujourd'hui au rôle et à la responsabilité du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, dans le processus électoral. Le CNRA, maître d'œuvre de la campagne électorale, contrôle et supervise de près la couverture médiatique des candidats. Saforason. Il est 16h. Cette moto se dirige vers la RTS 1, un média de service public, pour y récupérer des éléments de la campagne des 14 candidats à l'élection présidentielle. Des éléments qui sont ensuite visionnés et analysés par les membres du CNRA. Conformément à l'article LO 125 du Code électoral, le CNRA détient le monopole de régulation de la couverture médiatique. Ils ont comme support des fiches rédigées par les candidats eux-mêmes. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel fixe le nombre, la durée des éléments ainsi que les horaires de diffusion. C'est le CNRA qui arrête le temps d'antenne, les modalités de production, de réalisation de l'émission de campagne, du journal de la campagne. Pour cette année-ci, c'est 5 minutes par candidat et par jour pendant les 21 jours de campagne électorale. Et ça, c'est à travers la RTS. Il travaille en synergie et contrôle de près toutes les émissions politiques des chaînes de télévision et capte toutes les radios de la place. C'est une période exceptionnelle où tous les organes publics comme privés doivent jouer les jeux, c'est-à-dire traiter tous les candidats de manière à la fois égale pour l'audiovisuel public, mais avec équité, équilibre et pluralisme à travers l'audiovisuel privé, ainsi que la presse écrite. Pour réussir le pari de l'objectivité et de l'égalité entre les candidats dans l'utilisation du temps d'antenne, une supervision est faite 24 heures sur 24. Un serveur de 4 disques durs plus 1000 gigas permet d'enregistrer tous les programmes de l'espace audiovisuel sénégalais. Nous avons un complexe technique ici qui nous permet de recevoir toutes les télévisions, qu'elles soient qu'elles émettent de manière hertzienne ou qu'elles soient reçues par le câble ou par satellite. Donc tout ce que vous recevez à Dakar, nous le recevons ici et nous l'enregistrons et nous l'archivons. Donc ça nous permet de savoir qui est équitable, qui fait, où est-ce qu'il y a dérapage, où est-ce qu'il y a dérive, et à chaque fois qu'on constate qu'il y a dérapage ou dérive, nous agissons immédiatement au niveau de l'organe fautif et nous l'appelons à l'ordre. Le CNRA peut bel et bien s'opposer à une émission de la campagne si cette dernière n'est pas conforme aux règles posées par la Constitution. Sinon, les sanctions peuvent être très lourdes. En vertu de l'article 26 de la loi 2006-04 du 4 janvier 2006, on peut faire une amende qui va de 5 millions à 10 millions avec des pénalités quotidiennes de 100 000 à 500 000 jusqu'à l'exécution donc de la peine de l'amende.
Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel se réunit quotidiennement le temps d'une campagne de 21 jours, histoire de sanctionner ou de corriger les dysfonctionnements notés dans la couverture médiatique de cette campagne électorale. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel est un organe indépendant. Il a été créé en 2006 avec des missions et compétences plus étendues. Après le Haut Conseil de la radio-télévision en 1991, le Haut Conseil de l'audiovisuel en 1998, les prérogatives et attributions du CNRA. Dans ce dossier signé Claire Diop. Au lendemain de l'alternance, le Sénégal a connu un développement fulgurant dans le domaine de l'audiovisuel. En l'espace de 12 ans, le paysage médiatique s'est considérablement enrichi avec 7 chaînes de télévision, 27 radios commerciales, une soixantaine de radios communautaires. En 2006, un organe de régulation appelé Conseil national de régulation de l'audiovisuel a été mis en place par décret pour mettre de l'ordre dans ce secteur en plein essor. Principale mission, veiller au respect des lois, cahiers des charges et conventions régissant l'audiovisuel. Tous les médias audiovisuels entrent dans son champ de compétences, quel que soit leur statut juridique. Par ailleurs, ce conseil veille à l'indépendance, et c'est son premier rôle important, à l'indépendance et à la liberté de l'information et de la communication dans le secteur audiovisuel. Seulement, la mission et les attributions du CNRA sont méconnues par bon nombre de Sénégalais. Pire, certains ne connaissent même pas la structure. CNRA, non, CNRA, bon, vraiment. Le CNRA? Non, vraiment, je ne connais pas. Je ne peux rien vous dire, car c'est la première fois que j'entends parler de son nom. Non, je ne le sais pas, même pas. Je n'ai jamais entendu ça. Non. Peut-être. Non. Pourtant, nous faisons beaucoup de communication. Et en ce sens que tous les 3 mois, nous sortons un avis trimestriel qui retrace un peu la manière dont l'information a été traitée au niveau du secteur audiovisuel. Et surtout, nous mettons l'accent sur les manquements. Et cet avis-là est largement diffusé. L'espace audiovisuel est surveillé au quotidien par les membres du CNRA, lequel est appelé à assurer une libre et saine concurrence en cas de dérapage et autres dysfonctionnements. L'organe de régulation rappelle à l'ordre les fautifs. Tout récemment, vous savez qu'il y a eu des manifestations et il y a eu des images en boucle extrêmement violentes et qui étaient de nature à choquer les populations vulnérables. Et à ce titre-là, nous avons rappelé les principes et nous avons sorti des recommandations pour rappeler qu'il y a des images qui ne doivent pas être montrées à la télévision, surtout en boucle, des images de sang, de corps. Depuis son installation, le CNRA a supervisé avec succès les élections présidentielles et législatives de 2007, les sénatoriales de 2008 et les locales de mars 2009. Dans quelques jours, la présidentielle du 26 février 2012, un autre défi majeur. C'est de leur demander de faire un travail correct, le travail qu'on attend d'eux, en ce sens qu'ils ont été choisis pour dire la vérité. Constitué de 9 membres, le CNRA est une structure au sein de laquelle les décisions sont prises de façon collégiale. Organe délibérant, l'Assemblée du CNRA s'est réunie au moins 2 fois par mois sur convocation de sa présidente. Dans cette assemblée siègent des jeunes et des personnes du 3e âge. Aujourd'hui, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'attelle à remplir pleinement sa mission tant bien que mal. Mais pour le rendre beaucoup plus efficace, le renforcement de ses pouvoirs semble indispensable à l'avenir. Et nous changeons maintenant de chapitre pour parler de ces quelques 800 personnes qui ont bénéficié de consultations médicales gratuites au centre de santé de Fatick. C'est sur initiative de l'ONG Ndefleng. L'objectif est de faire profiter, au-delà de la consultation, des médicaments gratuits aux populations du Sine. Moussa Mané. Les populations de la commune et des villages environnants ont pris d'assaut très tôt les locaux du centre de santé. Ceci dans le but de bénéficier de la gratuité des consultations médicales, une initiative de l'ONG Ndefleng. Le fait de le ramener jusqu'à Fatick
des spécialistes qui pourraient les consulter, les traiter s'il le faut, les référer si c'est nécessaire. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. La gamme est quand même assez élargie et c'est vraiment, disons, un apport important à la population locale. Plusieurs spécialités ont été mises à la disposition des populations. Il s'agit de l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gastro-entérologie, entre autres. Une aubaine pour les malades. Depuis ces jours-ci, j'entends parler des consultations médicales gratuites. Et je me suis dit que c'est une occasion vu que les moyens ne suivent pas. Comme je souffre de problèmes gastriques, le docteur m'a consulté et il m'a remis des médicaments. Je remercie sincèrement les initiateurs. Selon les autorités médicales, l'hypertension artérielle est la pathologie la plus importante à Fatick. Ceci du fait de l'abondance du sel. D'autres maladies sont aussi fréquentes. Il s'agit des cancers, du diabète et de la diarrhée. Du fait de la situation socio-économique, les populations ont des problèmes de prise en charge, d'où la pérennisation de ces actions. Les consultations gratuites ne font nous aider dans la prise en charge de nos malades. Surtout qu'il y a des spécialités qui sont ici, que nous n'avons pas tous les jours. Par exemple, quand on parle de dermatologie, quand on parle de rhumatologie. Donc les Fatickois quittent tout le temps Fatick pour aller voir des spécialistes de ce genre. Donc si ne serait-ce qu'une fois par tous les 6 mois ou bien par an que des spécialistes viennent faire des consultations au niveau de Fatick, nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter ceux qui ont l'initiative de faire cette journée. La Croix-Rouge et l'association des étudiants Sine Santé ont mis la main dans la pâte pour la réussite de cette journée. Au total, 800 personnes ont bénéficié des consultations gratuites. Démarrage effectif des chantiers de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Les obstacles liés à la montée de l'eau sont en passe d'être surmontés et le khalife général des Mourides a dépêché des émissaires pour bénir les travaux. Un comité élargi et un conseil de surveillance sont mis sur pied pour superviser ce grand projet de près de 18 milliards de francs CFA et il sera entièrement financé par la communauté mouride, nous dit Abibou Maï. La première pierre a été longtemps posée, mais les chantiers n'ont jusque-là apparemment pas été démarrés. Ce site de près de 6000 hectares, octroyé à la communauté mouride par le chef de l'État, comporte quelques obstacles à surmonter et qui sont liés au niveau de l'eau. Nous nous sommes retrouvés dans un espace où le terrain est complexe. Il est magnifique du point de vue de sa grandeur, du point de vue de l'espace dont nous disposons, mais du point de vue du sous-sol, nous avons un sol extrêmement difficile, argileux, avec la nappe phréatique qui est à 0,70 m. Donc là où on est, si vous creusez à 0,70 m, vous avez de l'eau. Vous avez vu des puits piézométriques qui sont là-bas. L'eau est là, pratiquement à la portée de la main. Donc c'est un terrain extrêmement compliqué parce qu'il paraît que dans les années lointaines, ici, c'était un marigot. Pour ces préalables définis, la voie est dégagée. Cet homme, accroupi, avec sa boussole, est un boussobé. Il a hérité de ses parents, Serigne Baké Bousso, Serigne Baké Bousso et Serigne Mouloufa Kharinyang Bousso, qui avaient délimité la khibla de la grande mosquée de Touba à ses débuts. Cette science qui consiste à l'orientation de tout lieu de culte vers la Kaaba. Il a été dépêché par le khalife général des Mourides pour la circonstance. 2 autres envoyés du khalife, Serigne Muntaha Bassirou Mbacké et Serigne Bassirou Abdou Khadre, pour bénir le site et prier pour que les travaux soient auréolés de succès et couronnés par la grâce divine, ont rappelé les émissaires du khalife. Nous sommes prêts, fin prêts, et je pense que ça va continuer, Inch'Allah, sans interruption. Alors cela dénote en quelque sorte l'engagement et la volonté du khalife général des Mourides qui nous a aujourd'hui instruit de tout faire pour que les travaux débutent effectivement et ne s'arrêteront qu'à la remise des clés pour l'ouverture de la mosquée et le début des prières. En tant que représentant du khalife à Dakar et dans la banlieue, quel appel vous lancez aux Mourides de Dakar? Écoutez, je dis que tous les Mourides sont satisfaits de cette œuvre-là, mais particulièrement les Mourides de Dakar, parce que c'est nous qui sommes là, qui prions ici pratiquement les fêtes annuelles, la Tabaski, la Korité,
et qui organisons en quelque sorte toutes les manifestations religieuses. Je lance un appel en tant que représentant du Khalife général à Dakar et banlieue de venir se joindre à nous et que chacun se retrouve dans cette œuvre-là pour que, Inch'Allah, peut-être dans 24 mois ou encore moins, que nous puissions jouir vraiment de ce bijou que le Khalife général nous a offert. Un grand comité est mis en place. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké en est le maître d'ouvrage des chantiers. Des chantiers qui seront coordonnés par un maître d'ouvrage délégué à la personne de Mbacké Faye, chargé de remobiliser la communauté mouride de Dakar et sa banlieue autour d'une même cause, l'achèvement des travaux, mais également la mise en place de cette commission où toutes les expertises y seront réunies. Commission des finances, juridique et domaniale, bâtiments et travaux publics, communication, affaires religieuses et culturelles, relations extérieures, logistique et transport, le tout couronné par un conseil de surveillance dont le seul but est d'organiser le déroulement de cette grande œuvre qui fera sans nul doute la fierté de la Oumma islamique, mais également de la communauté mouride tout entière. Abibou Mbaye, au même moment, Nabadji Civol, village du département de Matam, s'apprête à ouvrir les portes de sa grande mosquée. Un financement de 150 millions de francs CFA. Tout le Fouta s'est donné rendez-vous ce vendredi pour les besoins de l'ouverture. Tierno Ahmadoussi. Nabadji Civol, chef-lieu de communauté rurale dans le département de Matam, village de tradition et de religion. Ici, toute la population est musulmane. Et aujourd'hui, grâce à sa volonté, cette nouvelle mosquée est construite. 150 millions de francs CFA ont été mobilisés pour que ce lieu de culte puisse sortir de terre. Et il fait aujourd'hui la fierté de tout Nabadji Civolois. Pour son inauguration, résidents et ressortissants de Nabadji Civol se sont donné rendez-vous, la main dans la main. La grande fête de l'islam est prévue ce vendredi 10 février. Tous les érudits du Fouta vont se retrouver ici. Toutes les couches de la population s'apprêtent à participer à ce jour béni du vendredi. Ce jour-là, Nabadji va ouvrir les portes de sa grande mosquée aux musulmans venus de partout. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Seynabou Diop pour le journal de la campagne et aux environs de 23h30 Abibou Mbaye pour la dernière édition du soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir.